d'avoir reçu le polologue, l'explorateur Jean-Louis Etienne, premier Français vainqueur extraordinaire du pôle Nord en 86, après 63 jours de marche solitaire. Autant dire que sur les forages de pétrole autorisés par Barack Obama, Papy Paul doit avoir des choses à dire. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Louis Etienne. Bonsoir. Oui, vous devez avoir des trucs à Papy dire, non? Paul, vous en souvenez de ça, oui. Je m'en souviens pas, mais c'est Tabarly qui vous appelait comme oui, ça, oui, non? oui, C'est oui. pas ça? Oui, Tabarly, c'était Pépé, et j'avais hérité du nom de Papy. Écoutez, c'est pas mieux que des gamins entre eux. Alors, vous avez publié Persévérer, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Oui. Un ouvrage, une méditation et puis vos remémorations du pôle Nord, et pas que du pôle Nord, mais en fait, on a eu envie de vous inviter, pas vraiment pour parler de votre ouvrage, Jean-Louis Etienne, mais plutôt pour parler des enjeux considérables économiques et environnementaux qui concernent le pôle Nord et le pôle Sud. Oui. Dans un instant, Surtout le pôle Nord. Surtout le pôle Nord, on en parle après donc l'Expresso que vous a consacré admirativement Thibault Nolte. Regardez. Jean-Louis Etienne est l'anti-patate de canapé. Toujours dehors, si possible loin de son Tarn natal, et de préférence s'il fait un froid de gueux, disons moins 50 degrés. Monsieur Etienne est médecin explorateur. Depuis 1986, il dirige de longues expéditions au travers des pôles glacés de notre planète. En traîneau, en goélette, en ballon et maintenant en polarpod. En effet, dès janvier 2017, Mr Freeze se lancera dans les 50e hurlants, l'océan qui entoure l'Antarctique, avec son très étrange navire. Un genre de labo-plateforme inspiré du Bora du commandant Cousteau des années 60. 100 mètres de haut pour 720 tonnes, immergé aux trois quarts et dérivant au gré des courants comme un bouchon de pêcheur à la ligne. Le job du pod sera de percer le mystère de ce glaçon de 2,5 km d'épaisseur, grand comme 28 fois la France, qui est le puits d'eau douce du globe, comme la forêt amazonienne son poumon. Les 7 ermites à bord devront notamment déterminer la capacité de l'océan qui l'entoure à fixer le carbone et évaluer le niveau de pollution de cette planète sur notre planète. Le docteur Etienne connaît bien son patient. Il sait que sur ce continent vierge et inaccessible où l'eau est pure, les ours sont déjà contaminés aux pesticides. Il sait que la Terre a littéralement la fièvre. Il sait que la prochaine conférence de Paris sur le climat devra annoncer un traitement de choc. Il sait que même le pape s'en est mêlé. Il prie pour que notre planète n'ait pas reçu l'extrême onction. C'est bien, non? Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Alors, le docteur Etienne, au chevet de ces pôles Nord et Sud bien aimés. Commençons par le pôle Nord. Il y a des prévisions qui sont assez alarmantes. Des glaciologues, notamment, disent d'ici un siècle, 2 siècles, c'est sûr, ça aura fondu. Et là, il y aura des conséquences absolument catastrophiques. Alors, le pôle Nord est au milieu d'un océan, qu'on appelle l'océan Arctique, si vous voulez, qui est recouvert par une banquise. Et effectivement, on voit tous les ans, à la fin de l'été, cette banquise qui régresse. Ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle, celle qui reste d'une année sur l'autre. Mais par contre, la glace se reforme tous les hivers, si vous voulez, il y a toujours 1 mètre de glace. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'Arctique se réchauffe démesurément par rapport à l'ensemble de la planète. Certains endroits, la température moyenne s'est élevée de 4 degrés. En combien de temps? En Quelques décennies? Oui. 85 ans? Oui, et il y a une explication à ça. Une des explications à ça, c'est que l'Arctique change de couleur. C'était un réflecteur du rayonnement solaire. Tout ce qui est blanc réfléchit le soleil. Aujourd'hui, il y a des zones d'eau libre sur l'océan Arctique qui captent le rayonnement solaire, qui se réchauffe. Et sur la Terre, tout autour, la Sibérie, le Canada, etc. Donc il y a moins de neige qui capte. Et donc ça se réchauffe démesurément, oui. Et à quel point c'est grave? Parce que vous expliquez, vous êtes médecin, pour prendre une image, que c'est un peu comme si on avait 37,8. Oui, ça c'est la planète. Si vous voulez, la planète, elle a un fébricule aujourd'hui. Elle a une petite fièvre. Ouais. Oui, mais l'Arctique, il a une grosse fièvre. Et l'Arctique a une grosse fièvre. Oui. Alors, pour prendre la planète, si vous voulez, 37,8, 0,8 degrés en un siècle. C'est ce qu'elle s'est réchauffée, la planète, température moyenne. Ça fait du 37,8. En médecine, on appelle ça un fébricule. Ça veut dire qu'on couvre quelque chose. Oui. Et là, en général, on est dans la chronicité déjà. Un petit truc comme ça. Et il faut intervenir avant les complications. Et on est déjà entré dans la période des complications, les sécheresses que l'on voit, les inondations importantes, la répétition des cyclones, ça c'est la planète entière. En ce qui concerne les 4 degrés et l'Arctique, ce réchauffement-là, qu'est-ce qu'il aura comme conséquences? Est-ce qu'on peut les lister? Oui. Quoi? Donc moi je dis souvent, on a ouvert la porte du frigo, vous voyez. Ouais. C'est-à-dire que le froid, la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Donc on a besoin de ces froids aux pôles. Donc le pôle Nord a perdu de sa capacité à refroidir, si vous voulez. C'est pour ça que je dis on a ouvert la porte du frigo en termes d'image, si vous voulez. C'est clair. Et donc ça va manquer à l'équilibre de la chaleur tropicale. Le Gulf Stream, par exemple,
prend la chaleur de la Caraïbe, passe sous le Groenland, puis il y a une branche qui monte vers le nord pour aller refroidir. Si jamais le nord perd de sa performance, il va y avoir des accumulations de chaleur, donc des phénomènes climatiques extrêmes. Mais alors, il y a un autre problème quand même qui concerne l'Arctique. C'est les perspectives sans doute effrayantes, enfin vous allez nous le confirmer, de forage. La ruée vers l'or, la ruée vers les matériaux, la ruée vers le fer, vers le nickel et avant tout vers le gaz liquéfié et surtout le pétrole avec cette autorisation qu'on a du mal à comprendre. Barack Obama, après avoir sanctuarisé le pôle Nord, enfin l'Arctique, décide d'autoriser Shell, pour ne pas les nommer, à Forêt. Sanctuariser l'Arctique, c'était facile. Ouais. Parce que c'est non attribué, si vous voulez. L'Arctique, c'est différent, c'est attribué. Vous avez les pays souverains qui sont tout autour et qui ont ce qu'on appelle une zone économique exclusive de 200 000 nautiques sur le plateau continental. Ils font comme un syndic de copropriétaires. Oui, mais ils sont, je veux dire, c'est autorisé. Bon, mais c'est pas pour. Mais la situation, elle peut devenir sérieuse, si vous voulez, parce qu'il y a des richesses colossales. Ouais. Il y a une poche de gaz énorme, Stockman. C'est un énorme réservoir de gaz, effectivement, et donc il y a la tentation d'aller le chercher. Bon, c'est déjà en cours, les Norvégiens l'exploitent, en Alaska aussi les Américains. Et le pétrole. Le pétrole aussi. Les conséquences pour les Inuits, pour les Lapons, pour l'environnement. Alors les Inuits et les Lapons, paradoxalement, ils sont intéressés, si vous voulez, par l'activité économique qui peut se développer chez eux. Ils ont été assistés pendant longtemps. Le problème, c'est que ces puits de pétrole, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, d'une fuite de pétrole. Alors, Christophe de Margerie avait dit à un moment donné, avant sa mort, et je pense que son successeur fera pareil, le président Total, oui. Oui, le président Total, oui. Il avait dit, on va aller exploiter le gaz. Et c'est vrai que le gaz, ça pose moins de problèmes. Un puits qui est une fuite sur un puits de gaz, c'est pas la même chose qu'un puits de pétrole. Nadia, alors parlez-nous justement des réactions encolérées et d'activistes à cette décision de Barack Obama. Absolument, c'est une coalition qui s'appelle Shell No, dont vous avez évidemment entendu parler. C'est un groupe qui milite donc contre cette autorisation qui a été donnée par l'administration Obama. Et elle est basée à Seattle, elle compte des membres de Greenpeace notamment. Et les méthodes sont un peu les mêmes qu'à l'époque du Rainbow Warrior, c'est-à-dire qu'elles sont assez radicales. Voici quelques exemples de leur happening. C'était le 8 juin dernier, il n'y a pas très longtemps. Des hackers ont inondé d'appels et de mails les sous-traitants locaux du pétrolier qui ont dû adorer. Ils ont aussi formé un groupe de kayak-activistes. On voit ces images qui sont assez impressionnantes. Donc des militants en kayak qui ont entouré la plateforme. Ça a duré pendant des heures. Et puis, alors ça c'est mes préférés, des grands-mères qui se sont enchaînées pour empêcher l'accès à la plateforme. Et puis elles ont été arrêtées, ces mamies un peu punk. Est-ce que ce sont des méthodes qui, selon vous, peuvent s'avérer efficaces? Ou alors il faut juste privilégier la voie diplomatique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des méthodes qui déjà alertent que l'opinion publique est vraiment extrêmement alertée là-dessus. Il faut quand même imaginer un puits de pétrole sur lequel on perd le contrôle. Ouais. En pleine nuit, par exemple. Nuit je vous trouve même un peu calme par rapport au sujet. Non, mais c'est-à-dire que ça couvre depuis longtemps, si vous voulez. Ça couvre depuis longtemps. Et il faut s'imaginer ce puits de pétrole qui fuit en pleine nuit polaire. Imaginez les images qui vont faire le tour du monde d'un ours blanc. On aime tous tout noir. En fait, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, par exemple. Exxon Valdez. Non, plus récemment, Deepwater, je crois que c'était dans le golfe du Mexique. La plateforme de forage. La plateforme de forage, il y a eu une énorme fuite de pétrole, si vous voulez, mais elle était dans une zone d'eau tempérée qui phagocyte facilement le pétrole. Est-ce que vous avez parfois, vous, envie de passer la vitesse supérieure et d'aller vous enchaîner, d'aller sur un kayak, de faire des choses un peu plus spectaculaires? Vous êtes tenté par ça, parfois? Je pense qu'il y en a qui le font bien. Si vous voulez, à Seattle, ils ont fait les choses extrêmement bien. Il y a Greenpeace qui s'est quand même attaqué à la plateforme, si vous voulez. C'est extrêmement compliqué. Il y a une partie diplomatique à faire. Moi, je pense que celui qui est le plus menacé dans l'affaire, c'est qui? C'est l'actionnaire. C'est-à-dire? C'est l'actionnaire. Moi, je pense qu'effectivement, il faut dire... Vous voulez dire qu'il faut appeler au boycott de Shell? Pas au boycott de Shell, mais enfin, on voit aujourd'hui qu'il y a des désinvestissements qui se font. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec l'esprit des gens, le fait qu'on ait peine à prendre conscience de ces menaces-là? Il y avait un article fascinant dans le Guardian, le journal anglais, il y a quelques semaines, qui expliquait qu'on avait le cerveau qui n'était pas câblé pour comprendre quand la menace est trop grande, on ne la comprend pas. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour lutter contre le fait qu'on ne soit pas... Et le Guardian a pris la décision de ne plus investir dans les énergies fossiles. Il y a des mouvements, il y a des riches qui s'y mettent dedans. Il y a la fondation Rockefeller, il y a Bloomberg, par exemple, qui, avec ses copains riches, ils ont décidé que, attention, ils appellent ça le risky business. Donc ils réfléchissent. Donc c'est par l'argent, le nerf de la guerre, qui pourront faire plier... Il y a une puissance colossale, des investissements colossaux qui sont faits. Et aujourd'hui, il y a des réflexions très actives sur lever le pied sur les investissements sur les énergies fossiles. De l'argent à l'argent, est-ce que votre Polarpod est financé, en tout cas sa construction, même pas son départ, mais sa construction, vous y êtes? On va être sur la construction à la fin de l'année, début de 2016. Enfin,
mais c'est un gros projet À absolument quoi il magnifique. sert ce projet sur un plan scientifique et environnemental? Il y a trois sujets qui ont émergé. J'ai une quarantaine de demandes du monde entier. 3 sujets. D'une part, échange atmosphère-océan. Quelle est la capacité de cet océan austral qui entoure l'Antarctique à absorber le gaz carbonique? C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Les eaux froides sont des puits de carbone qui absorbent le CO2. Deuxièmement, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres de tirant d'eau, on n'a pas de moteur, c'est le courant qui nous amène, on n'a pas de générateur. Et juste en parlant parce que je trouve les images tellement fascinantes, on n'a pas le mal de mer quand on est en haut, là, dans le bateau? Mais beaucoup moins que sur un bateau. On a l'impression que ça va bouger. Oui, non, mais ça c'est un film d'animation où ils ont montré un petit peu que ça bouge. Si vous voulez, un bateau c'est posé sur les vagues. Nous, on est ancré à 80 mètres de tirant d'eau et donc ça donne une stabilité. Donc le deuxième programme, c'est à 80 mètres, vous avez dit, sous l'eau, on a le silence, on écoute. Et donc, on connaît la signature sonore de toute la faune. Et donc, on va faire un inventaire en écoutant. Et troisième chose, on va valider des mesures satellites. Les satellites sont les grands observateurs de la Terre aujourd'hui, si vous voulez. Et ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un qui valide la mesure au sol. Ça, c'est les 3 grands sujets d'études. Donc vous partez en 2017 Oui. pour le Polarpod. Oui, ça sera. On fera des essais dans le golfe de Gascogne. Et puis, Visible par tous. Visible par tous. Et puis, il y avoir du baston dans le golfe de Gascogne, ça nous ira bien. Puis après, départ en 2017. Vous êtes optimiste avant la COP21? Dernière chose. Dernière chose, moi j'attends une photo. Une photo où tous les chefs d'État s'engagent, si vous voulez, à une chose. Première chose, c'est on est conscient aujourd'hui que l'homme est devenu un acteur du climat. Les 195 là. Deuxièmement, il faut qu'ils arrivent avec leurs feuilles comme ça en disant on a fait une liste, on s'engage à la faire. Et qui s'y tiennent, surtout. Et qui s'y tiennent. Ça, c'est les 2 premières choses sur lesquelles il faut... Un verbe, persévérer, c'est Jean-Louis Etienne. On est heureux de l'avoir reçu dans 28 minutes et bon vent à votre Polarpod inouï. Merci.